Bon, alors écoutez, bonjour à vous tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau type de webinaire. Alors, je vais me présenter rapidement. Yvan Ledot, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis coach professionnel et en charge de l'offre d'accompagnement professionnel des diplômés de Centrale Nantes. Donc, j'ai voulu créer un nouveau webinaire pour aller capter justement les enjeux propres à un secteur donné, justement en captant le regard avisé de différents chasseurs de tête. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité faire un focus sur le secteur des data. Comme vous le savez, le secteur des data, c'est un secteur qui est en pleine essor, excusez-moi. Et c'est certain que c'est important en tant que candidat d'identifier comment on peut maintenir, comment on peut développer son évolution professionnelle et ainsi que pour les employeurs finalement de capter les moyens et les pratiques pour attirer et fidéliser les talents. Donc aujourd'hui, Benoît Binachon, excusez-moi, qui est chasseur de tête et partenaire de Human Partner, a eu la gentillesse d'accepter ce nouveau format de webinaire et donc être parmi nous aujourd'hui pour une table ronde. Donc on va, je vous laisse Benoît peut-être vous présenter rapidement. Très bien. Donc en deux mots, effectivement, comme l'a dit Ivan, moi je suis chasseur de tête, j'ai créé mon cabinet avec d'autres associés qui s'appelle Human Partners dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. Notre cabinet est entièrement dédié à ces métiers-là. Et je suis venu à cela après avoir créé une start-up en 2004 que nous avons revendue avec d'autres associés en 2011 à Bearing Point, qui est aujourd'hui l'entité data de ce cabinet de conseil en direction générale. Donc ça s'appelait Business Efficience, c'était une quarantaine de personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on travaillait pour les grands groupes principalement pour les aider à une époque un peu préhistorique d'ailleurs à faire émerger leurs sujets data. Alors c'était plutôt du machine learning qu'on faisait hein, avec des données business de nos clients. Donc voilà, on a changé de métier en faisant de la chasse de tête aujourd'hui et on travaille aujourd'hui pour des grands groupes, pour structurer leurs équipes data, pour des startups, pour les aider également à structurer en général après une levée de fonds leurs équipes techniques, machine learning, data science, etc. Voilà, c'est nos deux familles de clients, mais on va y revenir un petit peu de toute façon, peut-être en évoquant le sujet dont on va parler, hein, en le développant un petit peu plus. Vous voulez qu'on aborde ça comme ça, Ivan ? Oui, je pense qu'effectivement, comme on l'avait prévu, je pense que c'est important de caler en fait hein, ce qu'évoquent les data aujourd'hui, donc en tant que métier, en tant qu'entreprise. Donc pour vous, qu'est-ce que vous intégrez dans la sphère des data, Benoît? Ouais. Alors la data est quelque chose. Enfin, on parle de la data, mais c'est un peu plus large que ça évidemment. C'est un mot clé à la mode et qui évoque beaucoup de choses. Nos interventions qui reflètent la nature du marché vont vers différents métiers, et je vais donner un petit peu de vocabulaire. Il y a la famille des métiers plutôt scientifiques, c'est ce qu'on appelle les data scientists à des niveaux de seniorité qui peuvent être très, très variés d'ailleurs, hein, jusqu'à des niveaux très proches du COMEX. On a puisqu'on parle de stars de la data, on a des stars de la data science à ces niveaux-là. On appelle ça aussi maintenant des machine learning engineers, bien que le terme ait une signification différente en France et aux États-Unis. En France, c'est plutôt la data science au sens la recherche, la partie plutôt mathématique. Aux États-Unis, ça parle déjà un petit peu plus d'IT. Il y a la famille des métiers plus technologiques. On parle aujourd'hui beaucoup de data engineering. On parle du coup aussi de machine learning engineering avec ce mot qui est à double sens. Ce sont plutôt les gens qui sont en charge d'industrialiser ce qui a été conçu un petit peu en amont, même si le terme amont et aval est inapproprié compte tenu des organisations qui existent aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Mais en tout cas, intellectuellement, c'est un peu plus simple d'imaginer qu'on fait d'abord un prototype par les data scientists, qu'ensuite on le passe à l'échelle avec des data engineers. Et puis, il y a des métiers plus de traduction. Bon, je simplifie un peu à l'extrême, ne connaissant pas bien mon public, je ne sais pas quel est le niveau de détail que je dois donner, mais les questions, vous ne l'avez pas évoqué, mais on a imaginé que vous pouviez poser des questions à la fin de chaque chapitre. Donc, des métiers de traduction
entre justement les compétences scientifiques et techniques et les métiers. Quand on transforme une organisation par la data, on va le faire au service, par exemple, du marketing, au service de la production industrielle. Il faut des gens qui font le lien, qui fassent le lien entre les sciences de la donnée au sens large et les métiers. Donc, c'est une troisième famille de métiers. On pourrait en ajouter une quatrième qui révèle son importance maintenant qu'on passe un petit peu plus à l'échelle sur ces sujets-là, qui sont tous les métiers liés à la gouvernance. Alors, on est un peu dans la traduction, mais on est quand même aussi de plus en plus dans la technique. La gouvernance de la donnée, c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui, même si ça aurait dû être fait en tout premier. Il faut savoir que les entreprises s'y sont pris complètement à l'envers, en tout cas de façon empirique, pour construire leur transformation autour de la donnée. Et la gouvernance, c'est aujourd'hui très important pour que chez L'Oréal, la référence produit numéro tant ou de l'emballage numéro tant soit bien appelée pareil en France, en Chine et aux États-Unis. Donc voilà les métiers dont on parle. J'ai beaucoup simplifié, on pourra revenir un peu plus en détail. D'ailleurs, c'est peut-être le moment, si vous avez quelques questions, de les poser sur Alors, ce ces qu'on va métiers-là. faire, c'est que moi, ce que je vous propose, c'est déjà d'aborder un sujet qui est intéressant et qui nous intéresse tous, de savoir finalement c'est quoi les écueils, quels sont les écueils à éviter lorsqu'on est professionnel dans la data. Donc, c'est sûr qu'on veut vous entendre à ce niveau-là, Benoît. Et puis, je vous propose à tous participants de noter peut-être les questions que vous avez à poser. Une fois qu'on aura fait le tour de la question avec Benoît, ça sera le moment où on pourra effectivement passer en mode questions-réponses pendant 5-10 minutes. Voilà. Très bien. Alors, les Benoît, écueils. les écueils. Oui, enfin, les écueils, on va parler des écueils d'abord, effectivement. Surtout auprès d'une population scientifique et souvent très intelligente, très brillante, très experte, voire virtuose dans certains domaines, il y a effectivement un certain nombre d'écueils. Alors, les écueils sont différents suivant les environnements, bien sûr. J'évoque très rapidement les environnements, on y reviendra plusieurs fois. Quand on parle de data, on parle évidemment beaucoup des startups qui sont pour certaines, très data-driven. En tout cas, quand elles sont digital-driven, elles deviennent très data. On parle des grands groupes qui se transforment. On parle évidemment aussi c'est plus des startups, mais des scale-up, voire des GAFA, qui sont des environnements où la data était là nativement. Donc, c'est évidemment des environnements, des natures d'entreprises assez différentes. On ne parle pas beaucoup dans l'économie traditionnelle de petites sociétés pour l'instant. Ça n'a pas vraiment émergé. Alors, le premier écueil, j'espère que je ne vexerai personne, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes gens, alors il n'y a pas que des petits jeunes dans l'assistance, donc c'est bien. Beaucoup de jeunes gens sortis de grandes écoles comme effectivement Centrale Nantes et d'autres ont le sentiment que leurs compétences techniques vont faire leur carrière et vont leur suffire, entre guillemets, pour construire une carrière durable et ascendante. Alors, nous, on recrute plutôt à partir d'une certaine expérience, mais on a quand même affaire, pour les postes que l'on traite chez nos grands clients, on a parfois des postes un peu plus juniors et on rencontre ces profils qui ont 5, 6, 7 ans d'expérience. On appelle vraiment junior pour nous, mais voilà, ils ont ce sentiment, une petite arrogance, une certaine arrogance vis-à-vis de ses compétences techniques, vis-à-vis de cette expertise scientifique. Or, on sait très bien que c'est rarement par défaut d'expertise scientifique et technique que l'on échoue dans un poste, mais beaucoup plus par défaut de la deuxième famille de compétences dont on va parler là, qui sont les compétences de leadership. Alors, j'ai rappelé rapidement initialement qu'il y avait plusieurs environnements. C'est vrai que quand vous intégrez, même en n'étant pas tout à fait junior, une start-up qui cherche encore son application métier, je veux dire son marché, qui est créé par des geeks, entre guillemets, ce critère est relativement peu sélectif, ce critère de leadership est peu sélectif. Et la technique va souvent l'emporter. Donc, du coup, Benoît, qu'est-ce que vous entendez par compétence de leadership? Alors, effectivement, il faudrait le définir. Alors, les compétences de leadership, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces sujets-là depuis une cinquantaine d'années maintenant, particulièrement au Canada. Ce sont toute une famille de compétences qui sont en général sous forme de référentiels. Les référentiels les plus larges en comptent 70, je vais en citer quelques-unes.
Mais les compétences de leadership, c'est, bon, par exemple, l'écoute. C'est tout bête, on les appelle aussi des compétences comportementales en français. L'écoute en fait partie. Bon, c'est une compétence assez basique, évidemment. Un peu plus sophistiquée, la capacité à communiquer avec un dirigeant, la capacité à lui faire prendre des décisions importantes, structurantes, à l'influencer. C'en est une, évidemment, d'un tout autre niveau. La capacité à s'exprimer à l'oral, je reviens à des choses assez basiques, à s'exprimer à l'écrit, sont des compétences de leadership. La capacité à motiver ses collaborateurs, la capacité à les faire grandir. Bon voilà, je peux en citer comme ça presque infiniment, enfin on peut aller jusqu'à 70. C'est très segmenté, c'est très documenté par ces chercheurs et il est tout à fait démontré depuis longtemps maintenant que ce sont effectivement ces compétences-là qui vont vous faire réussir. Et évidemment, à contrario, une lacune dans certaines de ces compétences peuvent vous amener à ne pas réussir dans un poste. Mon expérience m'a montré que 100% des échecs qu'il y a pu avoir pour des personnes l'ont été pour des raisons de compétences de leadership, hein, lacune dans une compétence. Alors attention, on ne peut pas être bon dans 70 compétences de leadership. Chaque type de poste, et il y a des recherches qui ont été menées là-dessus aussi, on a mis en œuvre et appliqué certaines recherches en passant par un peu d'algorithmique d'ailleurs. Mais suivant les types de postes, on peut distinguer des compétences de leadership qui sont prégnantes, importantes et prédictives de la réussite dans une fonction. Ce n'est pas forcément les mêmes compétences de leadership, effectivement, dans une start-up, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour un poste assez junior de data scientist, que les compétences de leadership nécessaires pour un chief data officer qui va piloter des data scientists, des data engineers, des data governors, etc., dans une grande organisation et qui va être lui exposé aux dirigeants. En revanche, celui qui a 5 ans d'expérience, 8 ans d'expérience, est un data scientist ou un chief data scientist ou un data engineer ou un chief data engineer et qui veut accéder à ces postes beaucoup plus exposés, devra développer ses compétences, les compétences de leadership qui seront nécessaires à sa réussite dans un avenir qui peut être relativement prochain. Donc, l'écueil, c'est de ne pas en tenir compte. Et j'insiste énormément là-dessus parce que je rencontre, alors pas tous les jours, parce qu'une fois de plus, on s'intéresse à des gens déjà un petit peu seniors qui, avec la seniorité, s'en sont rendus compte parce qu'ils prennent quelques claques quand il manque soit de vision de l'importance qu'ont ces compétences, soit de lucidité sur leurs compétences, puisqu'après tout, on peut pas. Alors certaines sont, je ne l'ai pas évoqué, mais certaines sont acquises et d'autres, enfin peuvent être acquises, d'autres sont innées. On peut travailler sur toutes, en particulier sur celles qui s'acquièrent. Ceux qui ont bien travaillé sur celles qui s'acquièrent, mais qui arrivent un peu à leurs limites, sur celles qui sont plutôt innées, même si je trouve que les limites sont souvent repoussables. Ceux qui en ont pris conscience vont pouvoir guider leur carrière en fonction des bonnes pentes, on va dire, et aller choisir une orientation, choisir les postes qui leur conviennent. Ceux qui n'en ont pas conscience vont évidemment se prendre tous les murs qui leur sont dressés et ne pas comprendre ce qui leur arrive quand on les refuse, rejette sur certains types de postes. Donc voilà, c'est un point qui est essentiel, que moi je constate aussi beaucoup en tant que coach. Et je dirais que la structure même, finalement, du développement de son leadership, c'est de développer la connaissance de soi pour savoir aussi effectivement les axes de développement, pour connaître aussi quelles sont nos forces, savoir sur quel pilier on peut capitaliser pour finalement développer son leadership. Mais c'est aussi avoir une intelligence de savoir s'entourer, de savoir compléter finalement les axes on va dire de compétences que l'on a moins présents en soi. Alors c'est ça aussi un leader et c'est un super bon point que vous amenez Benoît en mentionnant que ça nécessite la connaissance et la conscience de finalement notre propre profil. Exactement. Le réalisme est très très important. Je peux peut-être donner un ou deux exemples et contre-exemples d'ailleurs parce que c'est vrai que les gens entendent souvent par compétences de leadership, c'est un écueil à la compréhension de ces termes-là. Ils peuvent être, surtout dans notre population de la data, où il y a quand même un certain nombre de gens qui sont relativement introvertis.
Typiquement, l'introversion ou l'extraversion ne sont pas des compétences de leadership. On peut très bien être un très grand leader extrêmement introverti et on peut être un très mauvais leader extraverti. Donc, il faut être très attentif à la corrélation entre ces compétences-là et la réussite dans un poste. Et clairement, je dirais que la connaissance commune, la culture commune nous amène à confondre un petit peu compétences de leadership et traits de personnalité qui peuvent être tout à fait décorrélés des capacités de réussite. Je vais prendre un exemple métier concret pour revenir un peu sur ce qu'on évoquait pour un Chief Data Officer. Voilà, prenons le cas, et ça permet de définir aussi un poste qui est important et qui est désiré par un certain nombre de personnes. Donc un Chief Data Officer qui est, je l'entends comme cela dans cet exposé, qui est quelqu'un qui, au sein d'une transformation digitale d'une entreprise, va piloter l'ensemble des compétences data. Côté métier, il a évidemment un pendant côté IT, mais côté métier, il va faire émerger les cas d'usage, il va faire accoucher les dirigeants de leurs besoins, il va, avec une approche stratégique, faire une sélection des sujets qui sont d'abord qui ont du potentiel évidemment de transformation. Il faut qu'il y ait de la data, il faut qu'il y ait des ROI possibles, il faut qu'il y ait aussi un sponsorship et il doit le valider. Donc c'est une approche qui est assez comparable à celle de consultants en stratégie qui vont structurer les choses. Il va y avoir des équipes pour faire ça. Et puis évidemment, côté IT, il y a des gens qui vont l'aider, alors parfois à industrialiser, parfois un peu plus en aval encore, à avoir un support, à avoir des puissances de calcul, à avoir des tuyaux qui permettent de faire que ces cas d'usage émergent. Ben, pour faire ça, il faut un certain nombre de compétences. Une fois de plus, on peut être tout à fait introverti pour le faire. Il faut un certain nombre de compétences. Et j'évoquais tout à l'heure la capacité à influencer les dirigeants. Ben, quand on est au COMEX ou même N-1 du COMEX et qu'on va travailler pour le patron des opérations, pour le patron industriel, pour le patron du marketing ou la patronne, bien sûr, c'est plus difficile encore à l'oral qu'à l'écrit, eh bien, il va falloir avoir une vraie capacité, bien évidemment, à comprendre les enjeux d'un groupe, d'une entreprise de taille importante. Il va falloir avoir la capacité de conviction, parce que vous pouvez avoir des convictions pour un patron du marketing qui, lui, n'en a pas conscience. Donc, il va falloir savoir le convaincre en utilisant son COMEX, en utilisant des relais, en cherchant des alliances. Bon, tout ça, avec évidemment de la pédagogie pour expliquer ce que fait la data, tout ça sont des compétences de leadership qui sont évidemment complètement essentielles à travailler pour espérer qu'à un moment donné, votre compétence technique, votre expertise sur la data ait un impact, en fait. Hein, parce qu'on peut faire des choses magnifiques, mais sans aucun impact si on n'arrive pas à créer un effet de levier auprès de ressources, si on n'arrive pas à embarquer des gens, etc. Voilà un exemple très important, je pense, puisque c'est un poste, une fois de plus, qui est convoité et qui illustre la nécessité de s'intéresser à ces sujets-là. Évidemment, la technique, c'est important, mais on vous fait confiance là-dessus. On vous fait parfois un peu moins confiance sur l'aspect leadership, d'où cette intervention. Est-ce que vous avez des questions pour Benoît sur ce point, les écueils à éviter? Peut-être que moi j'en aurais une, en tous les cas, si personne ne la pose. Moi j'aimerais bien savoir l'erreur la plus commune que vous voyez justement lorsque vous rencontrez des candidats qui postulent hein, sur des postes de leadership. Alors, vous parlez d'erreurs de quel ordre? Justement, dans leur façon de se présenter, Oui, d'une manière générale, ou dans leur manière d'être, ou peut-être en termes de manque de compétences sur certaines dimensions. Ça serait quoi l'élément le plus que vous avez pu le plus remarquer au long de votre expérience? Alors, je vais répondre en parlant d'une sorte de contraste étonnant, justement pour revenir aux fondamentaux de ce que sont les compétences de leadership. On peut voir arriver des gens qui ont, d'un point de vue, je dirais, de la présentation initiale, de l'interface personnelle, qui peuvent avoir trop de discrétion, enfin, qui peuvent paraître être justement très introvertis, parler assez peu. Beaucoup de recruteurs vont
vont s'arrêter assez tôt dans l'audit de ces candidats, sans aller chercher derrière justement les compétences qu'ils ont réellement. Et en fait, je dirais que pour quelqu'un qui aurait, pour répondre vraiment à votre question, pour quelqu'un qui aurait une communication qui ne sait pas bien briser la glace, par exemple, ce qui ne l'empêchera pas, une fois de plus, d'avoir un leadership intéressant. Je crois qu'il faut qu'il porte son effort là-dessus pour pouvoir percer un peu cette membrane de séparation et ensuite se laisser guider par un recruteur qui lui posera les bonnes questions pour qu'il puisse réellement donner, pour qu'il puisse se raconter, pour qu'il puisse montrer ses qualités. Si on prend par exemple la capacité à faire grandir ses collaborateurs, prenons le cas d'un Chief Data Scientist qui pourrait être effectivement assez introverti, très bon scientifiquement. Eh bien, si cette personne a la capacité, et souvent la question ne lui est pas posée d'ailleurs, donc je vous invite à travailler là-dessus aussi pour pouvoir répondre à des questions qui ne vous sont pas posées, parce qu'elles auront la réponse à la question pas posée aura un impact. S'il peut exprimer, décrire la façon dont il fait grandir ses collaborateurs, parce que souvent ces gens-là sont très forts pour le faire, parce qu'ils créent une intimité en one-to-one avec quelqu'un, ils savent s'impliquer techniquement pour lui montrer des choses, eh bien, il va évidemment démontrer cette compétence de leadership et finalement se valoriser alors que sa première approche était peut-être un petit peu froide. Donc, j'ai été un peu compliqué dans ma réponse, pardon, mais pour simplifier, bien préparer, apporter du contenu quand vous n'êtes pas très enclin à bavarder, apporter du contenu autour de ces compétences de leadership, même si votre interlocuteur, comme beaucoup de chasseurs, hélas, n'y comprend pas grand-chose et ne s'y intéresse pas, apporter du contenu, ça lui fera quelque chose, ça provoquera un impact, ça lui permettra en fait effectivement de constater votre valeur, qui est peut-être un peu cachée. Donc, c'est effectivement s'offrir la chance, s'offrir l'opportunité finalement de passer le stade de la première impression et en amenant finalement suffisamment de matière pour apporter du crédit à ses compétences. Et c'est là où effectivement ce que vous dites, de préparer effectivement son discours pour faire vivre ses compétences au bon niveau, c'est la clé. Travailler un peu la théorie de ce sujet finalement. Et notamment, alors peut-être pas tant la théorie, parce qu'on a déjà échangé, puis moi je prépare pas mal de personnes aussi aux entrevues, et on avait échangé sur cette notion d'entrevue comportementale, où ce qui est important, c'est finalement de se dire, bah, tiens, si effectivement il est recherché une personne qui sache mobiliser ses équipes, quel est le meilleur exemple que j'ai apporté à ce niveau-là, quel a été le mandat, les obstacles que j'ai rencontrés, les actions majeures, puis le résultat concret. Donc, ça, oui, il faut structurer sa réponse. D'apporter de la matière. Benoît, si on s'en va sur un deuxième sujet, qui est de se dire finalement comment choisir en tant que candidat ou en tant que professionnel des data la meilleure évolution, le meilleur choix possible pour s'assurer finalement une évolution et aller dans la bonne direction professionnelle. Oui, alors effectivement, il y a, comme les chasseurs, il y a des bons projets et des mauvais projets. Je vais redistinguer peut-être trois natures d'entreprises et après on fera quelques zooms. Je simplifie évidemment, mais le temps nous est compté. Mais bon, on va parler, il y a les startups. Quand je parle de startups, c'est assez peu nos clients pour être honnête, mais c'est beaucoup là où on va chercher des candidats. Il y a d'ailleurs un rapport de cause à effet entre ce que je vais dire et le fait qu'on a cherché beaucoup de candidats là-bas. Les startups, c'est des petites entreprises. On va parler de celles qui ont encore levé très peu de fonds. Elles sont très nombreuses et finalement, il y a une forme d'aléa dans son choix. Choisir une startup, c'est souvent choisir un fondateur ou des fondateurs, un produit, essayer de flairer un peu qu'elle a du potentiel. Mais honnêtement, les meilleurs fonds d'investissement se trompent 9 fois sur 10. Heureusement, la 10e, ils ne se trompent pas, ils font fortune avec. Mais on ne sait pas quel est l'avenir d'une startup quand elle démarre. Bon, il faut miser sur le bon cheval. Honnêtement, je trouve que quand on est candidat, il faut être un peu jeune pour miser aussi aléatoirement ou être déjà riche, pour miser aussi aléatoirement sur ces petites entités qui sont une fois de plus innombrables et dont le résultat final est assez difficile à prédire. La deuxième catégorie,
Donc là, je vous laisse choisir au feeling et peut-être aussi souvent par des critères personnels avec les fondateurs. La deuxième catégorie, ce sont les scale-up. C'est les startups qui ont levé de l'argent. Elles ont des moyens, elles ont commencé à prouver qu'il y avait un marché. Vous pouvez commencer à activer un peu plus fortement vos capacités. Une des compétences leadership importantes qui est votre vision stratégique et essayer de voir si effectivement elle a un avenir. Bon, si elle a levé 2 millions d'euros, c'est encore un peu tôt. Si elle en a levé 10, vous pouvez commencer à imaginer qu'il y a un peu de potentiel. Si elle en a levé 30, 50, 100, là, vous êtes sur une très, très belle, une belle pépite et le projet a forcément du sens. Vos chances de vous tromper sur son évolution diminuent. Vos capacités, en fonction de votre seniorité, à soit investir, soit en tout cas à recevoir sous forme de rémunération une partie du capital de l'entreprise, est aussi un signe, évidemment, que c'est un bon plan, si je puis dire. Bien sûr, sur l'aspect capitalistique, mais ça va avec l'intérêt du job. Voilà, en général, c'est des environnements qui sont performants, qui sont très agiles, qui ont une dynamique très forte. Donc, voilà, le choix commence à être un peu plus facile. La troisième catégorie d'entreprises sont, je vais dire les GAFA, mais c'est plus large que ça évidemment, c'est les déjà grandes entreprises, déjà très installées, mais digital et data native, donc qui se sont construites sur la data. Bon, c'est un choix, on va y revenir. Et puis la dernière catégorie, qui nous occupe d'ailleurs nous le plus, ce sont les grandes entreprises, voire les très grands groupes, plutôt d'ailleurs souvent les très grands groupes, mais la taille des groupes qui s'intéressent à la data commence enfin, ça se démocratise un petit peu, donc les groupes sont de plus en plus heureusement petits. Où là, en fait, vous avez affaire à une économie, à un groupe qui est dans une économie traditionnelle et qui veut se transformer par la data. Donc, c'est encore une autre aventure. Alors, j'ai un peu parlé des critères pour les startups. Les scale-up, c'est le produit, c'est la taille de la levée de fonds, bon, c'est la nature du poste. Je vais plutôt m'intéresser là au distinguo entre les groupes installés data native et les grands groupes de l'économie traditionnelle. Déjà, il y a un grand distinguo à faire, c'est que dans le premier cas de figure, c'est si vous rentrez chez Google, si vous rentrez chez Dailymotion, si vous rentrez chez Facebook ou chez Vente Privée. Vente Privée, on est un peu à la limite entre les scale-up et les GAFA. Enfin, plus GAFA au sens, c'est un élargissement du terme. Vous allez globalement avoir un métier très technique, très scientifique, dans un environnement certes stimulant, mais où, je dis souvent plutôt à des plus juniors, j'ai attention, vous sortez de Centrale, vous sortez après 4-5 ans de Polytechnique, vous allez chez YouTube, vous allez passer votre journée à faire des algorithmes de recommandation, à faire des algorithmes de reconnaissance d'images, d'ailleurs c'est majoritairement pour ça qu'ils sont recrutés. Vous allez être un super technicien. Et il y a des tas de gens pour qui c'est tout à fait passionnant et c'est un choix qui doit être évidemment éclairé. Si vous rentrez je passe maintenant aux grands groupes qui se transforment, si vous rentrez dans le data lab de Total, de Sodexo, de PSA, donc dans une organisation que j'évoquais tout à l'heure en décrivant les postes de Chief Data Officer, vous allez rentrer dans une équipe qui a la difficile et lourde charge d'aider le groupe à se transformer avec le levier de la data et plus largement du digital. Vous allez faire des choses pointues, techniquement, scientifiquement intéressantes. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus passionnant, mais ça n'est que mon point de vue. Mais vous allez vous attaquer à une transformation, donc vous allez partager votre temps entre la science, la technique et la communication avec des dirigeants, la communication avec des métiers et le combat face à des lourdeurs, à des traditions, à des organisations qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à ça, à des incompréhensions. Donc, c'est un autre type de job. C'est complètement différent. Hein. Je rappelle, faire des algorithmes très sophistiqués chez Google, faire finalement un peu de la recherche, ou convaincre le directeur des opérations de forage ou d'exploration pétrolière de chez Total que le machine learning va permettre de savoir où on creuse le bon trou avec plus de probabilité de trouver du pétrole. C'est un exemple, hein, mais c'est un exemple auquel je me suis attaqué il y a 15 ans. Honnêtement, j'ai perdu la bataille. Elle commence à être gagnée aujourd'hui. Je n'ai pas été assez patient. Mais c'est vrai que
on se heurtait à l'époque à des gens qui avaient du nez pour trouver le bon endroit pour creuser un puits. Ce qu'ils appellent du nez, c'est finalement la capacité avec leur intuition, leur cerveau à croiser énormément de données pour pouvoir dire là, il y a quelque chose. Quand aujourd'hui, je n'ai pas réussi à les convaincre à l'époque, hein, mais d'autres s'en chargent maintenant, quand aujourd'hui on sait très bien, et c'était vrai il y a 15 ans, voire il y a 20 ans, qu'en crunchant de la donnée, en analysant avec du machine learning sophistiqué beaucoup de données dont ils disposent, on peut faire quand même un petit peu mieux que le vieux briscard du champ pétrolier. Bon. Mais voilà, c'est ça la deuxième option que j'évoque là, de transformer des grands groupes. Alors, après, c'est une question de goût d'aller d'un côté ou de l'autre. En termes de choix de carrière, les deux sont bons. Aller chez Google, c'est toujours une bonne carte de visite, c'est toujours une bonne opération. Ça se revend très bien ensuite dans les grands groupes qui se transforment. Ensuite, après, je ne sais pas comment ça sera dans 10 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que ça se monétise très bien. Donc, le choix est plutôt bon quand on va, même chez Vente Privée, qui est une grosse PME française du digital et qui a fait sa révolution data il y a assez peu de temps. C'est pour ça que je dis qu'elle est un peu à la limite. Maintenant, choisir le bon projet data dans un grand groupe, j'y viens maintenant, dans un groupe qui se transforme, là, il y a beaucoup d'écueils, on revient un peu, ou de bonnes pratiques à avoir. Il faut vérifier que ce projet a un réel pouvoir transformatif. Construire une équipe mal positionnée, je vais décrire les critères un par un, une équipe qui est mal construite dans un grand groupe pour transformer avec la data, ça amènera tout simplement à pas de transformation, à beaucoup de dépenses et à un CEO qui un jour va avoir une ligne ou un CFO qui va avoir une ligne et qui va dire c'est quoi cette connerie, ça nous a coûté 10 millions, ça m'a rien rapporté, on arrête quoi. Alors ça arrive pas trop, mais ce qui arrive, c'est qu'il n'y ait pas 10 millions, c'est qu'il y ait peu de millions et que finalement, on ne vous voit même pas et qu'en fait, bon, vous avez fait des choses peut-être amusantes, mais vous n'avez rien à raconter à la fin, au sens où vous n'avez pas réussi à avoir un impact. Alors, la réalité aujourd'hui, c'est que ces mauvais projets se réinventent, se transforment et qu'avec le temps, ils remontent petit à petit, ils deviennent un peu bons, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est quand même un peu pénible, c'est jamais les mêmes gens qui arrivent au début d'un mauvais projet et qui en font le succès après. Ils se sont lassés avant, ils sont partis et c'est d'autres qui le reprennent, qui le réinventent, qui le reconstruisent. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon projet transformatif par la data? C'est d'abord un projet qui est sponsorisé au plus haut niveau. C'est un projet qui intéresse le ou la CEO. C'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui le sponsorise et il se bat pour que ce projet voit le jour et soit bien financé. Premier critère. N'acceptez pas un poste de Chief Data Officer avec un titre ronflant, N-5 du CEO. N'acceptez pas un poste de Data Scientist, de Data Engineer, de Data Governance qui est dans une équipe de Chief Data Officer N-5 du CEO. Vous allez galérer et ce ne sera pas vous qui récolterez les succès de vos efforts. Premier point, le sponsorship. Deuxième point, assez naturellement, je viens de l'évoquer finalement, le rattachement. Les bons rattachements pour ces équipes-là, c'est sous un Chief Digital Officer éventuellement ou directement au COMEX. Donc sous un Chief Digital Officer qui sera au COMEX ou directement au COMEX. Concrètement, n'en déplaise à moi-même et aux gens de la data sphère, c'est quand même souvent les Chief Digital Officers qui chapeautent tout ça, qui sont en général investis de plus larges responsabilités, à savoir, bien sûr, le digital, la transformation en général, l'innovation, les investissements. Dans les très grands groupes, c'est ça. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Parce qu'en fait, quand on transforme globalement un groupe, évidemment, la data, c'est un pan, mais j'ai un client qui investit dans des sociétés qui font de la culture végétale sur des murs verticaux. Hein. Ça fait partie de la transformation parce que ça leur permet d'avoir des produits bio à servir dans leur restaurant sur place. Bon, voilà, donc c'est de la transformation. Donc, ça peut être intelligemment, il ne faut pas s'en frustrer, inclus dans une équipe de transformation. Donc voilà, N-1 ou au COMEX, ça c'est important. Le troisième critère, c'est la taille critique des équipes. C'est un chantier difficile, comme on l'a évoqué. On ne transforme pas un groupe à trois. Il ne faut pas rêver. On le transforme parce qu'on a un patron qui sait communiquer avec les hauts dirigeants, qui sait faire de la politique, qui sait créer des liens, avoir des alliances, faire de la pédagogie,
et qu'il a toute une équipe pour l'aider à le faire. Ça, c'est déjà un premier point qui indique qu'il est important qu'il y ait une taille critique suffisante. Le deuxième critère, le deuxième argument plutôt pour défendre une taille critique importante, c'est qu'on ne réfléchit pas bien, si on ne parle que des data scientists par exemple, que des machine learning engineers, que des scientifiques de la bande, on ne réfléchit pas bien à 2 ou 3. Il faut être 5, 6, 7 pour commencer à avoir une surface de veille suffisamment importante pour pouvoir être en contact avec les universités, en contact avec les laboratoires et apporter des idées avec une diversité de compétences sur différentes natures de données traitées, sur différentes natures d'algorithmes. Voilà, il faut être en veille, il faut être nombreux, il faut pouvoir brainstormer et évidemment avec les compétences également plus technologiques que j'évoquais tout à l'heure en data engineering, en gouvernance, parce que c'est pareil, faire de la data science pour la data science, c'est ce qu'ont fait les entreprises au départ, parce qu'ils ont fait des POC, ils ont fait de l'expérimentation. Mais si on le fait dans un univers où la data n'est pas gouvernée, on n'aboutit à rien non plus. Donc, il faut qu'il y ait une belle équipe. Les équipes ne varient pas tant que ça en fonction de la taille des groupes. Moi, je travaille pour le plus grand groupe en effectif d'Europe, de France en tout cas, près de 500 000 personnes. Ils ont une équipe qui fonctionne plutôt pas mal. Depuis 3 ans, ils sont 30, 40. Voilà. Et on peut trouver 20 personnes dans un groupe 10 fois plus petit. Finalement, c'est une taille critique à atteindre. Ce n'est pas forcément du gigantisme. Alors, Total, je parlais de Total tout à l'heure, ils ont une ambition d'avoir 300 personnes. Alors, ça comprend le digital. Bon, ils vont assécher tout le marché européen, donc je pense qu'ils n'y arriveront pas. Mais voilà, bon, ça peut aller jusqu'à ces tailles-là, mais en dizaines, on est déjà dans des situations raisonnables. Mais surtout pas le Chief Data Officer qui a 3 personnes, N-5 si on cumule les critères du COMEX. Autre critère qui peut être regardé sans être exigé tout de suite, mais plus le temps passe, plus il faut l'exiger, c'est une certaine maturité de l'IT. Un groupe qui veut se transformer par le digital et la data, qui a une IT qui fonctionne encore en cycle en V, qui n'est pas agile, qui n'a pas de moyens scalables, c'est une IT qu'il va falloir transformer. Alors, vous pouvez vous engager dans un projet data, soit côté IT d'ailleurs, soit côté Data Lab, avec une IT qui est encore un petit peu poussive, mais à condition qu'il y ait une ambition du CEO et une lucidité sur le fait qu'il va falloir entamer un gros chantier autour de ça. Donc ça, c'est vraiment un sujet hyper important qui est souvent négligé et on se prend une IT qui n'est pas cloudifiée, qui n'a pas de moyens scalables. Ça va être assez lourd et ça va être des crises de nerfs du Data Lab qui n'arrivent pas à industrialiser en fait ces projets. Donc voilà, ça c'est un point important. Une fois de plus, qui peut être un peu différé dans son traitement parce que quand on démarre un projet comme ça, si le projet est au démarrage, l'IT a un peu de temps encore pour se transformer. Si le projet est déjà mûr, faites attention, quoi. Voilà, et puis dernier point, mais qui est un peu secondaire parce qu'il se change assez facilement, c'est le mode d'organisation actuel de cette équipe data. Évidemment, je veux dire, aujourd'hui, les standards, c'est qu'elle soit agile, c'est presque un galvaudé, c'est qu'elle soit organisée en feature team, c'est-à-dire avec ce que les Japonais ont inventé dans l'automobile il y a 40 ans, hein, c'est-à-dire des équipes et que l'IT et la data reprennent à leur compte aujourd'hui en ayant un peu oublié que ça a été inventé il y a longtemps, mais des équipes pluridisciplinaires qui s'intéressent par équipe à un sujet. C'est ce qu'a remis au goût du jour Spotify, par exemple, hein, qui s'intéresse à un sujet et puis un produit qu'ils développent ensemble en mode agile avec des cycles courts. Bon, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Bon, ça, c'est moins fondamental parce que certaines équipes ne sont pas encore passées dans ce mode-là et vont savoir le faire. Si vous rencontrez des gens à qui ça ne parle pas du tout et qui n'ont pas du tout l'intention de le faire, bon, ça arrive de moins en moins, donc je ne suis pas très inquiet pour ce point-là. Mais évidemment, il faut un peu les challenger, voire vous méfier de la nature du projet. Voilà, de façon, j'espère, assez synthétique, les différents points. J'ai plus insisté sur la partie grand groupe qui se transforme parce que, bon, d'abord, c'est plus notre marché, pour être honnête. Et puis parce que les critères sont plus difficiles à discerner. Si vous allez aujourd'hui chez une belle scale-up qui a levé beaucoup d'argent,
vous trompez moins facilement, même si vous pouvez beaucoup vous ennuyer parce que le produit peut être vraiment complètement débile. Mais ça, c'est un point de vue de vieux schnock, recruteur, et on le partage ou pas. Je vous entends plus, Ah oui, Ivan. alors, Voilà, vous moi, avez coupé votre micro, je pense. merci pour ces informations. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sur justement comment faire des choix avisés dans le cadre de son développement de carrière? Faites un petit effort. Déjà, on ne vous voit pas. Alors, si en plus on ne vous entend pas, Ouais, c'est ça. on va être en Sinon, dépression avec Ivan. donc, ce que vous avez mis de l'avant, Benoît, c'était vraiment de s'assurer quelque part de miser sur le bon cheval, hein, que ce soit sur la structure ou sur le projet. L'objectif, c'est vraiment de vous assurer de pouvoir avoir un impact et donc une valorisation d'un projet à positionner dans le cadre de votre évolution. Donc, on est sur s'assurer d'un sponsorship à haut niveau, on est sur un rattachement au COMEX ou N-1 de la direction. On est sur le fait d'intégrer une équipe à taille critique, s'assurer également une certaine maturité de l'IT, pour pas partir de trop bas, on va dire, en termes de transformation, et puis avoir un mode d'organisation agile. Super. Alors, donc, Cyril, oui. J'ajouterais peut-être un point Oui. qui est qu'il est bon d'alterner entre les deux types d'opportunités. Quand je dis deux types, c'est société data native et groupe qui se transforme. La valorisation de l'un chez l'autre et de l'autre chez l'un est excellente. Si vous passez de chez Total ou Auchan ou Danone à vente privée encore, ils sont assez mûrs, mais ou à Evaneos ou à ces belles sociétés, ces belles pépites, vous allez apporter ce qui leur manque souvent, c'est-à-dire un peu de maturité, un peu de ligne stratégique, un peu de cohérence dans les discours, dans le marketing. J'avais une candidate l'autre jour qui me disait c'est super, elle était dans une très très belle scale-up, qui avait beaucoup d'argent, bon, qui a quelques difficultés aujourd'hui à cause du Covid, mais ça reviendra, qui me disait bon, c'est fantastique, il y a une énergie, des méthodes de travail géniales. Elle venait d'un grand groupe traditionnel, mais par contre, on voyait très bien que la community manager, elle avait 21 ans, elle parlait comme une fille de 21 ans à toute la population qui était plutôt des clients assez seniors d'ailleurs. On voyait très bien que la stratégie produit, elle était un peu suivant les fantasmes des techniciens, des scientifiques. Bon, voilà, il y a un moment, il faut mettre de l'ordre que les grands groupes ont su mettre. Donc, quand vous passez d'un grand groupe à une scale-up comme ça apporte beaucoup. Et puis, inversement, quand vous passez d'une scale-up à un grand groupe, bah, vous apportez un peu vous secouez un peu plus le truc, vous secouez le cocotier qui est souvent un petit peu sénatorisé, comme disait un client le jour. On est trop sénateur dans notre vitesse de transformation. Vous apportez des méthodes de travail qui sont différentes, des méthodes de communication qui sont différentes. Donc, ça a beaucoup de valeur aussi. Donc, l'alternance entre les deux pour vos carrières, elle est bonne. Puis en Elle est termes de clairement bonne. développement Et puis, du c'est leadership, sympa pour soi, quoi. pour reprendre le point que vous mentionnez tout à l'heure, en termes de développement du leadership, puisque c'est un point qui est crucial en termes d'évolution professionnelle, c'est important effectivement de travailler dans des grands groupes sur des projets de transformation, parce que c'est l'opportunité vraiment de développer son agilité organisationnelle, toute la dimension politique, d'influence, d'impact. Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là, je pense que c'est un point qui est important à les capter quand même dans le cadre de votre évolution. Bah oui, parce À un que moment effectivement, donné ou à un autre, quoi. oui, parce qu'il y a un moment donné, si on ne travaille pas ça, soit on est Yann Lequin, que je ne connais pas personnellement, qui doit avoir quand même quelques compétences de leadership, c'est le patron de la recherche de Facebook, qui est un super scientifique. Donc, soit on est Yann Lequin et on s'en sort en étant moyen en leadership, soit on ne s'en sort pas, en fait. Soit on est ringardisé, ou alors en tout cas, allez, regardez, je retire ce que je viens de dire. Soit on plafonne complètement dans sa carrière en restant technique, et on peut très bien le faire et de l'assumer et être heureux comme ça. Mais c'est quand même assez dur, et je reviens un peu sur le mot réalisé. On est quand même vachement challengé par des plus jeunes qui, au bout d'un moment, là, je ne fais plus trop la différence, quoi. Donc, c'est bien de développer ses compétences de leadership. Et il y a beaucoup de gens dans nos métiers de la data qui sont ouais, la politique, j'en veux pas, les grands groupes lents, j'en veux pas. Bah oui, mais ok, mais de toute façon, toutes les réussites, ça finit par des grands groupes lents et politiques.
Voilà. Ouais. Une scale-up d'aujourd'hui, alors Google peut-être moins, mais encore quand on parle aux gens qui y bossent, c'est devenu une grosse boîte avec quand même un certain nombre de… Enfin, c'est les grosses boîtes de demain et avec leur lourdeur politique de demain, quoi. Elles vieillissent aussi et donc ça finit quand même toujours un peu comme ça. Toutes les affaires humaines, comme dit Yourcenar dans Les Mémoires d'Adrien, toutes les affaires humaines, j'adore ce bouquin et ce terme, c'est compliqué et si on veut faire quelque chose, il faut s'y coller, quoi, à cette complexité, à ces problématiques de leadership, en fait. C'est comme ça finalement qu'on doit les appeler. Donc, Benoît, quatrième question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait des questions quand même à l'écrit, j'ai l'impression. Alors, J'ai vu des choses. effectivement, alors Péguet, le nombre de postes potentiels en France qui correspond à vos critères est assez limité? Non. Point Oui. d'interrogation. Oui, il est assez limité. Effectivement, ce n'est pas un énorme marché. Il y a un assez vaste marché des startups qui embauchent plutôt des juniors. Bon, je ne sais pas quel âge a notre interlocuteur, mais bon, voilà, c'est un espèce de tissu spongieux qui absorbe beaucoup de juniors, c'est vrai. Mais déjà, des profils un peu plus seniors, il y en a moins. Ces startups-là vont émerger, il y en a plein qui meurent, et puis certaines qui émergent et qui grossissent, et qui commencent à faire naître un peu d'autres sujets. Effectivement, dans les groupes qui se transforment, le nombre de postes augmente, heureusement, parce que la maturité augmente. Donc, c'est les premières boîtes qui, en France, en Europe, qui ont fait ça, sont des très grands groupes. Aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des belles transformations qui se font au niveau SBF 120, donc ça élargit quand même le nombre de sociétés. Et puis demain, on va avoir alors les grosses PME, les très grosses PME, et puis celles qui seront un peu plus petites et qui n'auront pas forcément les moyens de mettre en œuvre vont acheter des briques toutes faites. Et là, ça crée également des postes dans ces sociétés, alors qui sont des éditeurs, qui sont des… Je ne peux pas parler des éditeurs, mais enfin, ça revient un peu aux sociétés technologiques natives, hein. Mais c'est quand même une famille un peu à part, j'aurais peut-être dû en parler, mais elles vont générer quand même beaucoup de postes qui vont, parce qu'elles créent des briques qui vont pouvoir être achetables et installables facilement dans des entreprises qui n'ont pas les moyens de développer leurs propres produits, leurs propres organisations. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas un marché immense, c'est très clair. Une autre question, Benoît. Est-ce que vous avez une opinion à donner sur les grands groupes qui passent par un fournisseur pour la transformation digitale? Question de Marie. Alors, sur les grands groupes, bah oui, c'est beaucoup nos clients. Quand vous dites un fournisseur, vous parlez Qui d'un fournisseur de externalise, à mon avis, conseil. la transformation Ouais, digitale, oui. oui, alors je vois qu'il y a une autre question de Christophe qui correspond un petit peu à ça. Euh, Bien sûr, oui, j'aurais dû en parler parce qu'en plus, ce sont beaucoup mes clients. J'ai un client très important, enfin, nous avons chez Human Partners un ou deux clients très importants dans le domaine du conseil. C'est évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent là, effectivement, vous faites bien de le rappeler, beaucoup de choses qui se passent là en délégation finalement des projets data des grands groupes. Parce que ces grands cabinets de conseil, bon, Capgemini en l'occurrence, Invent est un de nos clients très importants, vu le nombre de candidats qu'on approche là-dessus, c'est pas un secret. Avec Accenture, c'est les meilleurs dans ce domaine-là, hein, c'est ceux qui ont le plus de capacité à mobiliser du monde pour activer des transformations. En fait, on pourrait dire que c'est un peu le même discours que pour les grands groupes qui se transforment, avec une sécurité très importante, c'est que vous hedgez sur plein de sujets. Si ça ne marche pas bien chez ce premier client qui a une équipe mal sponsorisée, avec une IT mal foutue, vous allez changer de client, de toute façon, vous allez pouvoir vous hedger. Donc, on peut transposer ce discours-là avec effectivement cette facilité du coup ce non-risque parce que vous êtes hedgé sur plein de sujets avec des gens tout à fait brillants. Donc, c'est une façon pertinente de commencer sa carrière, j'imagine, dans les data et de passer Et voire de la finalement… prolonger parce que nous, on recrute beaucoup de seniors qui ne viennent pas du conseil et qui rejoignent le conseil. Alors, il faut qu'ils aient beaucoup de critères et de compétences de leadership qui vont bien, évidemment. Mais oui, c'est un très, très bon moyen, effectivement. En choisissant bien ces cabinets aussi, on peut faire une petite parenthèse sur les cabinets. Il faut qu'il y ait des grosses équipes parce que la transformation par la data, ça passe par aussi beaucoup de tricotage à la main de produits. Donc, il faut qu'ils aient une capacité
S'ils veulent être transformatifs eux aussi, il faut qu'ils aient une capacité à mobiliser du monde. On pourrait faire un webinaire entier sur le conseil et sur le conseil en data. Voilà, il faut choisir les grands acteurs, il faut choisir notre client Capgemini Invent parce qu'ils sont vraiment super. Mais je le dis parce que c'est vrai qu'en plus, je le pense sincèrement. Il faut choisir Accenture, qui n'est pas un de mes clients, parce que j'y chasse beaucoup et je vois bien que les gens sont très bons en sortant. Voilà, je crédibilise ma première phrase. C'est une super boîte aussi, évidemment, qui n'a pas la même culture. Wavestone, vous les citez, c'est des entités émergentes où honnêtement, je crois qu'il y a une très bonne ambiance, une très bonne dynamique. Je On trouve en a pas qu'il beaucoup y ait... chez Wavestone. Ouais, il n'y a pas forcément le même niveau du tout, même que dans les cabinets que je citais avant. Il y a des BCG Gamma qui sont assez prestigieuses parce que BCG, relativement peu capables de transformer. Donc, ils ont un positionnement très R&D en amont. Bon, comme ils ont le BCG au-dessus d'eux, de toute façon, ça tombe et ils ont évidemment de quoi se nourrir. C'est plutôt une branche qui permet de faire du business au BCG qu'un acteur qui fait de la transformation. Les gens n'y restent pas longtemps. C'est une école, c'est une bonne marque. Voilà. Bon. On pourrait en parler longtemps. Il y avait une question sur le marché de l'emploi en région. Honnêtement, il est super faible. C'est-à-dire qu'il y a Paris et le reste du monde, enfin, et Paris, et comme on disait De Gaulle, enfin, Paris et le reste de la France, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment une. Euh, bah, c'est corrélé à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que c'est quand même la transformation par data, c'est beaucoup les grands groupes. Et les grands groupes, leurs sièges sont à la Défense, à ici les Moulineaux et à la Madeleine, quoi. Donc, les très grands groupes, en tout cas dont on parle, qui sont beaucoup les groupes du CAC 40. Ça descend encore peu. Je connais pas mal de très belles boîtes en province. Bon, il y en a quelques-unes. Hein. Je ne dis pas que le marché est désert, ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même beaucoup moins de postes en province qu'à Paris. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent. Il y a pas mal de start-up quand même en province. Donc, il s'y passe des choses. Ce n'est pas non plus la même densité du tout qu'à Paris. Mais c'est vrai que c'est souvent un problème que rencontrent des candidats qu'on approche en province qui nous disent, bon voilà, je suis arrivé aux limites. Est-ce que vous avez des jobs à Lyon? Est-ce que vous avez bon? Et on leur dit ben, pas souvent. Ils nous disent bon ben, je vais chercher, puis ils reviennent 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, bon je trouve pas. Il faut que je vienne à Paris quoi. Et Benoît, Le passage obligé. est-ce que vous commencez à avoir justement des demandes ou des ouvertures de postes gérés à distance maintenant avec le Covid? Alors temporairement bien sûr, mais concrètement c'est assez rarement envisagé. Alors c'est souvent envisagé pour des postes de développeurs où là, il y a vraiment des communautés internationales. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que les boîtes traditionnelles sont un peu vieillissantes et ringardes? Quand on voit que Facebook a mis à distance absolument tout le monde jusqu'à je ne sais plus quand, on peut se le demander. Après, je pense que l'humain a besoin d'être un peu rassemblé, Oui. de communiquer visuellement, de communiquer en se touchant. Et voilà, et quand on veut Ok. animer une équipe, faire grandir des gens, c'est assez compliqué. Benoît, on n'a pas couvert la dernière question, hein, qui était justement quelles sont les évolutions possibles une fois qu'on a fait le tour de la data ou qu'on arrive un peu au bout de la data, vers quoi on évolue? Puis je répondrai peut-être si on a encore quelques minutes à quelques questions qui restent en suspens. Alors, euh, on peut y rester ou on peut en sortir. Euh, Souvent, des clients me disent, bon, nous, on est attachés, je parle encore des grands groupes, hein, les startups et scale-up sont moins attachés à ça, mais quoique, souvent, elles sont créées par des gens qui viennent de grands groupes et ils sont un peu attachés à ça aussi. Ils me disent, voilà, nous, on a besoin que les gens se projettent à long terme dans l'entreprise. Voilà, bon. Euh, Quand je recrute quelqu'un qui est un chief data scientist assez balèze sur ces sujets, euh, je ne crois pas qu'il restera dans le grand groupe pour devenir patron du marketing, patron d'un marché, patron d'une business unit. Non, je pense qu'il changera pour une autre aventure data de plus grande envergure ou pour reprendre à zéro un projet qui va faire émerger 2 fois plus vite parce qu'il aura déjà l'expérience. Et bon, je dis, parfois je rassure mes clients et je dis à mes candidats de ménager un peu la chèvre et le chou avec un discours un peu mixte. Mais quand on est très expert, on a quand même de sacrées belles années devant nous dans la data et on a plutôt tendance à y rester. Euh, à l'inverse, pour des profils un peu plus soft skills, on va dire, qui sont
dans la famille des traducteurs entre les métiers de la data et les métiers, enfin entre la technique de la data et les métiers, marketing, la production, etc. Là, c'est un peu différent parce que je pense que la plupart des métiers de demain, des fonctions métiers de demain, direction de la production, direction du marketing, direction du risque, direction des RH, seront des métiers qui ont été, seront tenus par des profils. La plupart de ces postes seront tenus par des profils qui sont passés par la data. Vous faites plus du marketing aujourd'hui si vous n'êtes pas un expert de la data. Enfin, un expert, pas technique, mais si vous ne savez pas travailler avec Google, si vous ne savez pas travailler avec des data scientists, avec des startups, etc. Vous n'êtes pas un patron de production, un patron d'usine, encore un peu aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça n'existera plus, si vous ne maîtrisez pas le digital manufacturing, donc la data. Parce qu'aujourd'hui, les industries se transforment pour être digitalisées, enfin les usines, les ateliers se transforment pour être digitalisés. Donc, il faudrait être passé par là. Ça veut dire que quelqu'un qui sort de centrale aujourd'hui, qui prend un poste parce qu'il aime la production, qu'il aime l'usine, qui prend un poste en production, il faudra à un moment donné qu'il passe dans une équipe data, mais il pourra ne faire qu'y passer peut-être pour vraiment se cultiver sur le sujet, et il sera chef de projet digital manufacturing, et il repassera dans l'usine avec une compétence en plus. Ou inversement, il a pris une option data science, bon, parce que c'est à la mode à l'école. Il y a une question sur les postes de junior, j'y reviendrai, mais j'en parle un peu là. Bah, il rentre dans une équipe data, il se fait la main sur la data, il aime bien, c'est marrant, mais il ne projette pas forcément indubitable. Bah, il pourra passer évidemment après, hein, je parle des juniors, il pourra passer évidemment après en usine parce que s'il a fait des sujets un peu liés au métier de l'industrie ou au métier du marketing, enfin bref, il pourra passer côté métier. Voilà, donc des gens, moi j'en recrute parfois des gens qui viennent du conseil en stratégie, qui passent 4 ans dans enfin ils n'ont pas fini leurs 4 ans parce que c'est des recrutements qui n'ont pas forcément plus de 4 ans, dans un data lab, dans une équipe data, dans une start-up, mais au cœur de sujets data très forts. Et puis après, évidemment, leur ambition, c'est de passer côté métier. Voilà, donc il y a ceux qui y restent parce que ça vaut le coup d'y rester parce qu'ils ont une super expertise. Voilà, il y a des gens qui ont révolutionné les moteurs de recommandation chez vente privée, qui ont fait la même chose chez Cdiscount, qui ont fait la même chose dans des boîtes qui n'étaient pas si data que ça initialement. Bah, ils restent dans la data, ils gagnent des fortunes, ils restent dans la data, évidemment, ils ont tout intérêt à faire ça. J'ai d'ailleurs une étude de rémunération qui va bientôt être publiée, là, où elle sera accessible sur notre site, on va voir un peu comment on la diffuse, mais vous verrez, il y a pas mal de commentaires sur ces métiers qui peuvent créer des rémunérations très fortes parce que l'expertise scientifique est vraiment très très reconnue. Mais on peut aussi ne faire qu'y passer pour se cultiver pour des postes à l'avenir où ce sera important d'être passé par là. On a un certain nombre de questions, alors peut-être associées à ce que vous venez de dire. Ouais, ça Une question défile de pas mal, Christophe. merci. Y a-t-il un âge limite pour la data et faut-il envisager une autre orientation à partir d'un certain moment? C'est un peu ce Alors, que vous étiez en train de dire, quelque part. oui et non. C'est-à-dire que je trouve que la data et le digital en général permettent une seconde jeunesse à des gens qui ont envie de se réorienter. Alors nous, hélas, on ne les aide pas beaucoup parce que nos clients nous demandent des gens qui sont très expérimentés dans la data et pas des gens qui se reconvertissent. Mais j'ai rencontré des gens qui s'étaient reconvertis, qui étaient un peu usés, qui avaient 40 ans, 45 ans, 50 ans, peut-être même plus. 50 ans, c'est déjà très vieux. Hein. J'ai 50 ans et je peux vous dire que c'est très vieux. Non, je plaisante. Mais qui font des formations. Il y a des formations à l'X, à Télécom Paris-Tech, à Centrale Nantes certainement, qui sont très, très excellentes et qui sont très bonnes pour des gens qui sont rentrés dans leur carrière par l'informatique et qui ont envie de passer côté data, quoi. Et c'est vrai que on voit des gens qui revivent, qui se réaniment, et il n'y a pas trop ni dans les startups, ni peut-être un peu dans les startups, mais pas tant que ça. Il n'y a pas trop de discrimination là-dessus. Et là, il y en a parfois dans d'autres métiers, enfin, je les vois moins, mais donc non, il n'y a pas d'âge limite. Bon, nous, on n'aide pas ceux qui sont en train de transiter, parce qu'une fois de plus, nos clients, ils nous payent cher, ils nous payent pour des gens qui sont déjà estampillés, tamponnés, très expérimentés. Mais non, il n'y a pas de... On ne vous entend plus? Ah, alors là, Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est Tout va bon? bien. Ouais. Une question de Jérôme. Des conseils ou suggestions quand on se repositionne dans la data avec un master en IA et data science après une première phase de carrière dans le développement et l'ingénierie de logiciels?
Bah, c'est un peu ce que je citais tout à l'heure, en fait. Enfin, à l'instant, là, c'était ma dernière proposition. Alors après, quel conseil? Je pense que c'est très bien de passer du logiciel ESN à un master comme ça. Votre employabilité, elle est meilleure et c'est un bon moyen pour remettre le pied à l'étrier dans la data dans les SS2I de la data. C'est pas ce que je conseille à quelqu'un qui est un jeune diplômé ou qui est un diplômé de la data, c'est pas forcément le meilleur moyen. Mais quand on a besoin de se remettre le pied à l'étrier sur ce sujet-là et que c'est vrai qu'on n'est pas assez expérimenté, le conseil en général, le service et le conseil, mais surtout le service au sens ESN, c'est un très bon employeur. Ils vont vous former, ils vont vous envoyer chez des clients, vous allez être jeté dans le grand bain, les clients vont penser que vous êtes super expérimenté. Parlons franchement, les ESN fonctionnent un peu comme ça. Et puis vous allez vous débrouiller, vous allez nager, et vous allez devenir de meilleur en meilleur. Et après, vous serez vendable dans plein d'autres environnements. Ça, c'est une option. L'autre option, Pardon. ça Allez-y, coupait? Benoît. Excusez-moi. Allez-y. Non. L'autre option, c'est de vous mettre à votre compte si vous avez la possibilité de le faire. C'est pas très durable à mon sens. Beaucoup de gens assez jeunes le font. Bon, ils gagnent plus d'argent, ils voient le truc un peu à court terme. C'est pas génial quand on est jeune, à mon avis, parce qu'on se construit pas dans des équipes et parce qu'on n'a pas de pouvoir de décision là où on va. Donc c'est moyen. Mais bon, il y en a beaucoup qui le font dans certains métiers, surtout ceux qui viennent de l'IT et qui font de l'engineering. Mais quand on est un peu senior, qu'on s'est reformé comme ça, c'est pas idiot non plus, parce que pareil, on acquiert des expériences. C'est l'équivalent de SN finalement, sauf que vous êtes plus à votre compte. Mais on acquiert des expériences et j'ai rencontré pas mal de gens quand même comme ça qui étaient pas des juniors du tout et qui ont monté leur petit business et puis qui rejoignent après une entité, mais ils font, voilà, ils font leurs preuves et c'est un bon moyen à mon avis pour rentrer Par contre, vous aurez peu de chance dans une start-up un peu installée où ils cherchent des gens très expérimentés, dans un data lab. Non, il faut passer par le papillonnage entre plein de sujets différents pour vous faire la main. Une dernière question. Tous les métiers sont-ils transposables en data et lesquels ne le sont pas? Alors, en data et d'ailleurs en IA, il faudrait même parler plus largement d'IA et de digital. En fait, c'est une question que je me pose souvent et qu'on se pose tous un peu souvent d'ailleurs. C'est finalement, euh, à l'inverse d'ailleurs, quels sont ceux qui sont préservés par l'IA? Alors, il y a beaucoup de buzz sur l'IA et de délire ridicule. L'humain n'est pas remplaçable par une machine dans beaucoup de tâches. Mais si on veut un petit peu segmenter les choses, dès lors que l'interaction humaine est nécessaire, les métiers ne sont pas remplaçables par l'IA. Après, la question est peut-être un petit peu plus ouverte. Où est-ce qu'on peut mettre de la data et où est-ce qu'on peut ne pas en mettre? Je pense qu'on peut en mettre dans beaucoup d'environnements, enfin de l'IA ou de l'analyse de données, dès lors qu'on dispose de données. Les derniers bastions qui ont quand même un peu de mal, c'est les RH, typiquement. Je ne parle pas des RH qui est de recrutement, parce que typiquement, notre métier, il est irremplaçable par la robotique, parce qu'on a tellement, alors, à partir de certaines seniorités en tout cas, on a tellement besoin de coacher les candidats, et les clients d'ailleurs, d'arranger le mariage, enfin de faire le rapprochement avec beaucoup de psychologie, que je suis assez tranquille de ce côté-là, avant d'être remplacé par un robot. Par contre, les RH dans les grandes entreprises euh, ont besoin d'analyse de données. Elles sont pauvres en données parce qu'elles sont souvent mal structurées là-dessus et elles s'enrichiraient énormément si elles avaient des données mieux structurées. Donc il y a un problème de gouvernance de données qui est à adresser. Et ensuite, ensuite, il y a beaucoup de choses pour prévoir correctement une évolution. Quels sont les leviers pour cette personne-là qui vont la motiver le plus? Quelle est sa trajectoire de carrière optimale au regard de ce qui a pu être observé chez elle et chez d'autres de ses pairs? Quel est le potentiel? Comment détecter le potentiel? Justement, comment détecter chez quelqu'un de très jeune que c'est le futur PDG, potentiellement? Bon, là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tous les métiers peuvent être impactés. Les plus évidents aujourd'hui, c'est le marketing, parce que le digital, il est ultra robotisé, en tout cas toute la partie digitale. Donc, c'est évidemment le premier métier dans lequel il y a des postes très data. L'industrie est évidemment fortement digitalisable et dataisable, parce que quand on produit, on mesure un peu la pression, la température, la vitesse de défilement. On fait pas mal l'industrie et il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne va pas si vite que ça parce que ça coûte très cher et qu'il y a des ROI qui ne sont pas forcément énormes, mais c'est en marche évidemment. Le risque dans la banque, dans l'assurance, ça fait longtemps qu'il est quand même, enfin, il est nativement très data, mais il a été d'abord plutôt par des approches statistiques
et comme on dit, actuarielle. Aujourd'hui, le machine learning s'y invite avec un peu de lenteur parce que la réglementation freine, parce qu'elle aime bien que tout soit explicable. Or, la data, c'est souvent une boîte noire et on ne sait pas toujours ce qui s'y passe. D'ailleurs, l'explicabilité des algorithmes est un gros sujet de recherche aujourd'hui parce qu'on veut pouvoir expliquer pourquoi l'algorithme a dit qu'il fallait provisionner tant ou qu'on refusait tel crédit. Je vois pas. Enfin, non, la kinésithérapie n'est pas trop dataisable. C'est pas évident. La médecine l'est énormément et ça commence à venir, mais ça ne remplace pas le médecin. Hein, c'est toujours la même chose. Ça l'aide. Aujourd'hui, les robots voient beaucoup mieux l'émergence de problématiques sur des radios, sur des scanners, etc., que l'œil humain. Voilà. Donc, évidemment qu'il faut que le radiologue il ait de l'IA dans sa machine. D'ailleurs, il y en a de plus en plus pour détecter à l'avance l'émergence de cancer qui est beaucoup plus détectable par une machine qui a vu 1 milliard de radios, enfin de scanners, que par un humain qui en aura vu dans toute sa vie que je ne sais pas combien, mais beaucoup moins. Donc voilà, j'ai répondu un peu longuement et Oui. c'est un débat qui peut être assez détaillé. Mais... Benoît, je vous remercie. Pour le coup, il est 13h41. On a peut-être perdu quelques-uns depuis. Voilà. Alors, ce que Oui. je vous suggère peut-être, dans les prochaines étapes, si vous voulez qu'il y en ait un peu plus individualisé, nous, on peut rencontrer à titre individuel un certain nombre d'entre vous. Si vous êtes candidat à un changement de poste aujourd'hui ou tout simplement à vide de conseil, on peut évidemment organiser des entretiens individuels, peut-être un petit peu raccourcis si c'est dans un cadre très général, mais d'une demi-heure qui vous permettront voilà, d'avoir un échange plus individualisé, évidemment. Notre intérêt, nous, c'est de capter des candidats dans un marché qui est assez tendu. Hein, donc voilà, il y a un bon deal là-dessus. Si vous êtes dans un projet data en cours de construction, cette fois-ci en tant que personne qui recrute, pour nous, les clients enfin, les candidats sont encore plus difficiles à trouver que les clients, ou les clients sont aussi difficiles à trouver que les candidats. Donc, les contacts des deux côtés nous intéressent bien sûr. Donc, n'hésitez pas non plus. Ça fait 8 ans qu'on existe, je ne l'ai pas précisé, ou si, peut-être précisé, j'ai vu. On a vu beaucoup de choses, on a vu les choses à leur naissance, on voit les choses à leur maturité, on a vu les choses à leur naissance il y a 8 ans, on voit des choses qui naissent aujourd'hui et qui sont mieux. Bref, on a toutes les configurations. Donc, on peut apporter un benchmark, c'est ce qu'on fait pour beaucoup de nos clients hein, qui nous sollicitent dans leur réflexion assez fondamentale sur leur structuration d'équipe et sur même leur stratégie. Parfois, on fait intervenir un cabinet de conseil pour passer avant nous d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas, je crois qu'Ivan va vous transmettre mes coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez sorti aussi une étude hein, en termes de rémunération, ce que vous m'avez Alors, dit. on est en train de la sortir, voilà, je l'ai Voilà. évoqué rapidement tout à Ça l'heure. pourrait être un élément important, Voilà, intéressant. ça pourra vous éclairer parce que, outre les chiffres qui sont un peu biaisés, comme j'explique dans l'étude, parce que c'est des études sur nos candidats à qui on a parlé et ce n'est pas tout le marché, il y a un certain nombre de commentaires qui donnent quand même un peu une idée aussi de la cartographie du marché. La cartographie des compétences techniques cette fois-ci. Enfin, non, ça parle un peu de tout. Donc oui, ça peut être une réponse à pas mal de vos questions. Bon, moi j'ai encore un petit peu de temps, je crois. Je vois d'autres questions qui défilent. Ivan, vous voulez qu'on... Je pense qu'on va quand même clore parce qu'on s'est engagé sur un délai. Juste peut-être un point, comme on l'a mentionné, comme l'a mentionné Benoît en début de table ronde, un des écueils les plus importants, c'est vraiment penser que vos compétences techniques sont suffisantes pour évoluer. Donc, c'est important d'être attentif au développement de votre posture de leader. Puis j'avais une question qui est apparue hein, par l'un des participants. Donc, moi, ce que je vous suggère, et puisqu'on a proposé aussi via l'école centrale et donc la plateforme carrière, c'est de commencer par le développement de vos propres connaissances, de vos propres compétences. Et donc, pourquoi pas de passer un questionnaire MBTI. Donc, c'est quelque chose qu'on propose actuellement qui peut être intéressant en tous les cas comme point de départ pour justement développer les compétences de leadership au sein de vos structures. Et puis, on propose aussi du coaching, bien évidemment, pour vous accompagner à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ces thématiques. Benoît, moi, je voulais vous remercier Je vous en de prie. vous prêter au jeu. Je pense que C'est c'était un plaisir. J'espère que très la prochaine fois, intéressant. on le fera en vrai, en face à face.
Oui, c'est ça. Ouais. Je vois une question de Cyril de Cateux. Oui, réponse oui, pardon. Donc ouais, j'espère qu'on se fera en face à face avec une interaction plus chaleureuse, parce que c'est vrai que ce Ah oui, digital est c'est merveilleux. Il nous nourrit tous les jours, mais Mais l'humain reste important. Donc, ça reste vraiment merci beaucoup en important. tous les cas à vous. Ce que je vais faire, Merci à c'est vous que je vais d'avoir vous organisé envoyer ça. les coordonnées du coup de Benoît Pinachon et de son cabinet. Donc, ça vous laissera l'opportunité de vous mettre en contact avec lui, d'aller aussi sur son site pour identifier et prendre en lecture l'étude de rémunération. Et Oui, dans puis, quelques jours. Elle n'est pas encore en ligne, hein, dans quelques jours seulement. dans quelques jours. Parfait. Mais je communiquerai très Donc, largement sur LinkedIn aussi. merci à vous en tous les cas, à tous, d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Voilà. Merci encore, Benoît. Merci à tous. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir.